Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce deuxième atelier des États généraux de l'alimentation en direct du lycée de Fontaine, à proximité de Chalon-sur-Saône, pour une séquence qui va porter sur le thème de l'agriculture en milieu urbain. Alors, agriculture urbaine et puis aussi relation entre le monde agricole et puis le développement des territoires et le développement notamment des agglomérations, hein. Nous évoquerons aussi peut-être le fait métropolitain, et donc avec un certain nombre de territoires urbains qui sont amenés à s'étendre et qui viennent effectivement sur des territoires plutôt traditionnellement ruraux et avec parfois des relations complexes ou étonnantes entre nouveaux arrivants et puis population qui a toujours été là et qui a toujours fait son travail du mieux qu'elle le pouvait. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi autour de moi plusieurs intervenants. Tout d'abord Bertie. Bonjour Bertie. Bonjour, Vous êtes en BTS production animale au lycée de Fontaine. c'est ça. J'accueille aussi Antoine. Bonjour Antoine. Vous Bonjour. êtes aussi en BTS production animale au lycée de Fontaine. Exactement. Nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Martin. Bonjour Sébastien, vous êtes Bonjour. président de la communauté d'agglomération du Grand Chalon. Donc, Tout à fait. nous verrons ensemble, justement, en tant qu'élu et président de cette communauté d'agglomération, comment vous gérez à la fois le nécessaire développement d'un territoire, d'un point de vue économique, d'accueil de population, de dynamique territoriale, et puis la cohérence, ou comment on maintient, où on développe peut-être de manière différente de l'activité agricole. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Regnault. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous êtes un professionnel qui avait plusieurs activités, hein, des céréales, de la viticulture, de la vente directe, donc un panel assez étoffé de compétences et de métiers, peut-être parfois complexes à gérer. Et donc nous évoquerons avec vous à la fois les circuits courts, comment vous les vivez, peut-être la relation aussi de par vos différentes activités avec cette nouvelle population qui vient parfois s'installer à côté de chez vous et qui peut-être vous demande de changer vos comportements de production, alors que vous avez toujours fait les choses voilà, comme vous pensiez devoir le faire pour le bien du développement de votre activité. Alors je vais tout d'abord m'adresser à nos jeunes étudiants qui sont là. Bonjour. Tout d'abord Antoine, j'avais une question à vous poser, savoir voilà, si vous êtes issu du monde agricole, est-ce que vos parents étaient agriculteurs? Alors, oui, Oui. je suis moi-même issu du monde agricole. Mon père possède une exploitation agricole de bovins allaitants en Charolais, donc environ 120-125 vélages Mhm. par an. Cette exploitation agricole est familiale. Avant mon père, mon grand-père a travaillé, mon arrière-grand-père y a travaillé aussi. Et Donc vous vous inscrivez je me destine dans peut-être la- aussi D'accord. à, à poursuivre cette... D'accord. À reprendre voilà. l'exploitation ou à vous installer Je ne souhaite peut-être pas tout de suite reprendre cette Ouais. exploitation, mais par la suite, lors du départ en retraite de mon père, cette question pourra être Pourra se posée. poser. Voilà, D'accord. exactement. Alors, et vous, Bertie, est-ce que vous êtes issu du monde agricole? Moi, je suis pas issue du tout du Ouais. monde agricole. Après, je connais le monde agricole, bien sûr, Ouais. parce que ça nous entoure. Mais Alors, non, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui n'est pas... Parce que Antoine s'inscrit un peu dans mm, un schéma, je veux dire, classique, alors je ne sais pas s'il est traditionnel, mais qu'on l'on voit hein, mm, dans le monde agricole, c'est-à-dire des familles d'agriculteurs, et mm. puis un des enfants se passionne, ou plusieurs peuvent se passionner pour le métier, disent ben, moi je vais poursuivre l'histoire ou la saga familiale. Vous, qu'est-ce qui fait que, en ne venant pas du monde agricole, vous êtes passionné pour ce secteur? Alors, je suis passionnée par les animaux et ma famille aussi. Et donc, j'ai rencontré une personne qui a fait cette formation. Et je suis venue aux portes ouvertes et ça m'a décidé à Ah, venir ici, à poursuivre et à découvrir ce milieu qui me plaît vraiment. d'accord. Et vous êtes issu plutôt d'un milieu urbain, rural Moi, je suis plutôt dans la campagne, donc D'accord. je sais ce que c'est que La vie le en milieu métier, rural. le métier agricole. C'est pas C'est quelque pas chose quelque chose complètement de. inconnu. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Alors Sébastien Martin, j'avais une première question à vous poser, puisque le thème général c'est l'agriculture en milieu urbain. Aujourd'hui, peut-être redire ce que représente le Grand Chalon, peut-être en nombre d'habitants, en poids économique, et puis au regard des projets que vous pouvez porter sur ce territoire, comment est-ce que vous êtes amené, vous en tant qu'élu, à gérer peut-être le nécessaire développement de zones d'activité tertiaires avec une activité agricole qui était là. Voilà. Comment est-ce que vous gérez ça?
Alors, le Grand Chalon, aujourd'hui, c'est la première agglomération de Saône-et-Loire. On est 51 communes, 117 000 habitants, avec la première ville de Saône-et-Loire qui est Chalon-sur-Saône, qui fait 45 000 habitants. Et vous l'avez dit, c'est un territoire qui veut assurer son développement. C'est un territoire industriel, d'abord. L'histoire du Grand Chalon a été une histoire industrielle, et puis aujourd'hui logistique, et puis demain les nouvelles technologies. Et bien évidemment, avec une coexistence avec les activités agricoles. Sur la superficie totale du Grand Chalon, on a simplement 15% de la surface qui est urbaine. Le reste, 85% de la surface, est soit agricole, soit naturelle. En tout cas, elle n'est pas urbaine. Donc, la coexistence, elle doit forcément être gérée et prise en considération dans ce projet de développement. Alors, il y a deux manières d'appréhender les choses. Finalement, comme on l'a fait ces 40 dernières années, où nous n'abordions pas les questions d'urbanisme à une échelle intercommunale, simplement commune par commune. Et c'était l'égoïsme des uns contre l'égoïsme des autres. Aujourd'hui, on a la chance d'aborder l'urbanisme à l'échelle intercommunale. Avec un plan local d'urbanisme. Un plan local d'urbanisme intercommunal, D'accord. et de se fixer des objectifs dans ce plan local d'urbanisme intercommunal. On s'est fixé notamment comme objectif de réduire la consommation de terres agricoles de 10% par rapport à ce qui a pu se faire par le Oui, passé. parce que, pardon, je vous coupe, c'est peut-être la tendance parfois de territoires qui ont un territoire assez vaste de raisonner plutôt de manière horizontale que verticale. Enfin, un peu. Donc, du coup, ça... Vous savez, ce raisonnement à la verticale, contre l'horizontale, Oui, enfin, plutôt à l'horizontale, c'est celui qui a constitué à produire ce qu'on appelle l'étalement urbain. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut arrêter l'étalement urbain. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. Par exemple, dans notre futur PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, on réduit de 70% le volume des terres qui étaient considérées comme étant à urbaniser ou urbanisables. On le réduit de 70%. Ça, c'est des actes concrets. Le reste, c'est de la littérature. Tant qu'on continuera à dire on est contre l'étalement urbain, mais qu'on fait rien concrètement dans nos plans locaux d'urbanisme, eh bien, il ne se passera rien. D'accord. Donc, et alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes confronté en tant qu'élu à des demandes, alors soit de la profession agricole, soit d'habitants qui viennent vous dire, voilà, monsieur le président, là, les agriculteurs, ils sont bien sympas, mais ils ont des tracteurs, enfin... Ils ont des outils de travail là, un peu imposants. Oui, après, il ne faut pas non plus que les urbains qui sont allés habiter à la campagne, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont arrivés après. C'est des fois... C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la vie en commun, c'est pas la guerre. Donc, il faut bien arriver à se mettre autour de la table, à discuter. Ne serait-ce qu'en Saône-et-Loire, il y a eu des exemples intéressants qui ont été montés de la coexistence, notamment de la viticulture, avec les riverains qui se posent des questions sur les produits qui sont utilisés, des questions qui sont légitimes, mais qui ne peuvent pas passer par la condamnation de l'un par l'autre. Une condamnation a priori. Oui, comme moi, quand je vois agriculteurs plus pesticides égale assassins au bord des routes, ça me met en colère. Parce que la réalité, c'est que chacun doit être capable d'écouter l'autre. Alors, Benoît Regnault, vous êtes le professionnel du monde agricole autour de cette table. Justement, est-ce que vous avez vu les choses évoluer ? Peut-être rappeler un petit peu votre système de production. Est-ce que, et comment les choses ont évolué ces dernières années au regard de ce qu'évoquait Sébastien Martin sur les relations, on va dire, néo-ruraux et comme il le disait, vous étiez là avant. Comment ça se passe ? J'ai bien retenu les propos du président du Grand Chalon. Et donc, je suis bien d'accord avec lui qu'aujourd'hui, en 2017, il est temps de dire stop. 1964, moi je suis du Nord Chalonnais, pas très loin d'ici, avenue de Kodak, développement de Saint-Gobain et autres. Bien sûr, on installe une usine, ça prend tant de mètres carrés, mais on installe aussi des maisons. On installe des maisons avec un schéma qui est, comme le président vient de le dire, pas forcément très réfléchi. Et ce que nous... on voit, c'est en toile d'araignée. On part dans tous les sens, n'importe où, n'importe comment, avec des communes qui n'ont pas forcément de réflexion par rapport à... C'est évoqué Sébastien Martin sur l'égoïsme des uns contre l'égoïsme des autres, en termes de développement parfois. C'est-à-dire qu'on a eu une succession d'élus dans nos différentes communes rurales qui n'ont pas forcément toujours tenu compte d'un élément très fondamental qui est, entre autres, l'écoulement des eaux. On est en Val-de-Saône. Et en Val-de-Saône, quand on ne sait pas faire couler l'eau, on n'habite pas en Val-de-Saône. C'est-à-dire que si depuis des millénaires, il y a des habitants, il y a des agriculteurs, il y a des forêts, c'est parce qu'on a su aménager. Depuis 5, 6, 7 000 ans, en Val-de-Saône, il y a des habitants et ils ont su s'adapter à leur territoire. Depuis 30 ans, on ne sait pas faire couler l'eau, on l'arrête. On la stoppe, on met des maisons,
on met des usines, et derrière ça, eh bien, on perturbe non seulement l'espace agricole, mais on perturbe également soi-même. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que les urbains se reposent ces questions? C'est parce qu'ils sont même perturbés eux-mêmes par ce qu'ils ont fait. Donc c'est un vrai paradoxe. Je ne veux pas être trop méchant aujourd'hui, mais ce paradoxe, il est temps de dire non, on arrête. Et vous, aujourd'hui, dans votre activité d'agriculteur, est-ce que, voilà, quand Sébastien évoque parfois des relations peut-être tendues, enfin, vous avez pris l'exemple de la viticulture avec effectivement des actions qui ont été menées par la profession, des chartes, enfin un peu des guides de bonne pratique, de la sensibilisation au sein des professions sur des usages à avoir vis-à-vis de populations qui, n'étant pas issues du monde agricole, sont parfois surprises de voir certains engins sur les routes. Voilà, est-ce que vous avez vraiment senti une évolution? Et peut-être vous, comment est-ce que vous gérez aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, la relation avec vos voisins qui ne sont peut-être pas toujours issus du monde agricole? D'accord. Ouais. Dans un deuxième temps, je réponds comment est-ce qu'on gère. Je ne dis pas que c'est facile. Ouais. Dans un premier temps, je vais quand même dire qu'il y a une vraie crise d'identité dans notre société, pas simplement dans le Chalonnais, mais en France. Je le sens un peu moins en Europe, mais je le sens beaucoup en France. Une crise d'identité, non pas des agriculteurs, et je voudrais bien insister sur le sujet, mais de nos concitoyens. Nos concitoyens n'ont jamais vécu aussi vieux, n'ont jamais eu à manger des aliments d'un état sanitaire aussi performant, n'ont jamais eu autant de capacité d'avoir différents types d'aliments à leur disposition par rapport à leur consommation. Et pourtant, eh bien, tout ce qu'ils mettent dans leur assiette, ils en ont la trouille, ils en ont peur. Donc la première chose que je veux dire, c'est que la crise identitaire, c'est bien une crise de conseil à nos consommateurs. Ce sont des faiseurs de peur qui arrivent, qui se mettent sur un plateau de télé et qui vont raconter tout et n'importe quoi. Je vais en revenir sur l'organisation du territoire par rapport à ce que, comme je suis un peu comme Antoine, mon grand-père a fait, mon père a fait, je suis toujours sur la même exploitation. Ouais. On a un territoire. Et sur ce territoire, on essaye de le valoriser au mieux par rapport à ce qu'on nous demande comme produit agricole. Nourrir les hommes, c'est ce que j'ai entendu sur Lorette tout à l'heure, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et ça, c'est sûr. Et les agriculteurs, depuis des générations, ont toujours su s'adapter par rapport à ce qu'on leur demandait de mettre dans leurs assiettes. À partir de là, mon père et moi, je suis dans la même type de génération, on a travaillé nos filières, donc céréales, vignes, élevage, au regard de ce que l'industrie agroalimentaire propose aux consommateurs, les distributeurs, ce qu'ils vont mettre en avant. Voilà. Et à partir de là, on est dans une agriculture qui a su évoluer entre celle que mon grand-père a connue, qui a su évoluer pour mettre des produits de qualité, des produits nutritionnels très haut de gamme, et qui a permis à ce que la population puisse être nourrie décemment. Je veux dire ça, c'est parce que il faut remettre quelques pendules à l'heure concernant tous les débats qu'on entend aujourd'hui. Moi, ce que j'entends ensuite, comment est-ce que les filières peuvent être organisées, c'est circuit court. Donc c'est vrai que sur mon exploitation, ça fait 5 ans qu'on a développé un magasin de produits fermiers. On fait des pommes de terre, de la volaille, des œufs, c'est tout en plein air. On travaille avec d'autres producteurs qui font du miel sur le village, où on leur fait des parcelles pour permettre à ce que leurs abeilles puissent vivre. Et puis on vend du vin, parce qu'on fait du vin également. À partir de là, il ne faut pas non plus faire trop rêver tout le monde sur les circuits courts. Les circuits courts ne sont qu'un pourcentage de mon activité. C'est un des éléments. C'est-à-dire que mon exploitation, je pense, aurait énormément de mal à tourner uniquement avec des circuits courts. Ça ne serait pas si simple que cela. Il ne faut pas dire à un jeune, tu vas faire des circuits courts, tu auras sauvé ton chiffre d'affaires, tu vas pouvoir vivre, C'est un peu plus compliqué que cela. Par contre, c'est peut-être un moyen intéressant de faire venir des consommateurs chez vous. Y venir. Voilà, et d'expliquer. C'était pour répondre à la deuxième question sur quels sont un peu les moyens de communication qu'on peut avoir lorsqu'il existe un conflit. Alors, tous les habitants, moi je suis sur Fragnes-la-Noyère, tous les habitants ne sont pas en conflit avec les agriculteurs, bien au contraire. Vous allez en trouver un comme ça, peut-être de temps en temps, pour X raisons, parce qu'il a eu un truc, ça peut arriver, c'est humain. On a toujours un pourcentage de mécontents. Mais le fait de pratiquer les circuits courts, de les rencontrer toutes les semaines, on a un marché hebdomadaire, de les rencontrer toutes les semaines nous permet d'expliquer notre métier, et ça c'est important, nous permet de leur faire visiter notre atelier de poules pondeuses, de volailles de chair. Je leur montre que je fais l'aliment, que je suis capable je suis autonome sur mon alimentation pour mes volailles de chair. Je suis capable également d'expliquer que
Eh bien, on profite, lorsque on a développé ce magasin, on profite de la structuration de notre filière céréales qui a su, donc je suis à la coopérative Bourgogne du Sud, investir dans un certain nombre d'outils. Et on a la chance à Chalon-sur-Saône d'avoir l'outil Estruzel. Estruzel, c'est une unité de trituration qui nous permet de prendre nos colzas, nos sojas et nos tournesols, de le triturer, c'est-à-dire d'en faire de l'huile, et de récupérer le tourteau. Moi, je peux récupérer mes tourteaux tracés avec ce que les agriculteurs du Chalonnais ont fait et les remettre dans mon alimentation de mes animaux. Et ça, c'est du circuit court. Dire que le circuit court, on peut en donner la définition comme quelque chose qui est je produis de la viande, je produis de la volaille, certes. Mais le circuit court, c'est également la capacité de valoriser son territoire avec un outil performant pour avoir une filière qui est tracée. D'accord. Alors, Sébastien, par rapport à ce que vient de dire Benoît, bon, peut-être que nous sortons du champ des compétences de la communauté d'agglomération, mais est-ce qu'il y a des actions que vous menez avec les maires des communes pour développer la proximité? Alors, est-ce que ça passe par des marchés de producteurs? Est-ce qu'il y a des actions comme celle qui est menée par le département agri-local, qui permet comme ça d'alimenter les cantines des établissements, enfin des collèges aujourd'hui, puis demain dans un certain nombre d'autres établissements en produits de proximité. Voilà, est-ce que ça c'est quelque chose qui est peut-être pas tout à fait dans vos compétences, mais sur lequel vous investissez, vous travaillez avec les maires des communes du Grand Chalon? Alors, bien sûr qu'il y a des initiatives. Je pense par exemple les marchés de producteurs locaux qui sont portés par la Chambre d'agriculture. Bien sûr qu'il y a des volontés de développer des circuits courts d'approvisionnement, que ce soit dans les cantines des communes, que ce soit dans les cantines des collèges, et là c'est à l'échelle départementale. Bien évidemment qu'il y a toutes ces initiatives. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier un élément, et c'est ce qu'a dit Benoît Regnault à l'instant. C'est que l'agriculture, c'est pas simplement de l'aménagement du territoire, c'est pas simplement de l'environnement, c'est pas simplement, pour certains, du décorum. L'agriculture, c'est une activité économique qui fonctionne selon des modèles économiques. Depuis tout à l'heure, on entend les jeunes ou on entend d'autres s'exprimer, mais n'oublions pas que l'agriculture est un des fleurons économiques de notre pays et qui ne peut pas vivre simplement de bonnes intentions ou de doux rêves, qu'il vit aussi selon des marchés qui s'organisent. Qu'on trouve ça bien ou pas bien, ça existe. C'est la réalité. Que les agriculteurs, ils veulent vivre de leur production. Que à partir de là, on doit aussi, nous qui sommes des responsables politiques, des élus, ne jamais oublier. Moi, je suis effaré des fois quand je vais dans des territoires où très souvent, parfois, l'agriculture est le dernier secteur économique. Ne pas voir les élus se dire que dans leur projet de développement du territoire, l'agriculture est en priorité numéro 1 et que c'est le sujet sur lequel peut-être, quand on est dans des territoires dits isolés ou éloignés, que c'est peut-être le sujet par lequel ils peuvent développer leur territoire. On s'est tellement habitué finalement à parler d'agriculture sous plein d'angles différents que celui de l'angle économique qu'on en a oublié que c'était un secteur qui produisait de la richesse, qui était capable d'en redistribuer, qui embauchait des jeunes, dans lesquels il y avait des chefs d'entreprise. J'ai entendu beaucoup de jeunes tout à l'heure dire « Oh, je ne sais pas si je vais devenir chef d'entreprise. Ouais. C'est la maladie du siècle. On préfère être salarié, on verra bien, et puis après, on verra. » Non, être chef d'entreprise, c'est une belle chose. Ton père, ton grand-père, voilà, tout le monde a été chef d'exploitation et a pris des responsabilités et en a bien vécu. Alors justement, Antoine et Bertie, alors sur cette vision déjà du chef d'entreprise, un peu en écho à ce que vient de dire Sébastien Martin, puis après j'aurai une autre question sur l'agriculture et le milieu urbain. Alors déjà sur cette posture de chef d'entreprise. C'est vrai que sur cette posture de chef d'entreprise, ça mène aussi plusieurs responsabilités importantes. Et on doit être à la hauteur de les remplir, et c'est pour cela que l'enseignement agricole est là pour nous aider, ainsi que nos expériences personnelles chez soi pour un peu les conforter. Alors on a la chance en enseignement agricole d'avoir des professeurs en zout, tout ce qui est technique. On a aussi un appui plus général pour nous aider également dans toutes les démarches administratives qu'on s'attend à être confronté. Bertie, sur cette posture de...
Bah, c'est vrai, de comme chef l'a d'entreprise. comme l'a dit Antoine, c'est là où on a toutes les responsabilités. Après, c'est sûr que dans nos formations, on est beaucoup aidé parce on nous apprend à l'être responsable. Mais c'est vrai que c'est un poste assez difficile C'est une tenir, aventure, à l'entreprise, assumer. hein. Voilà, ouais, c'est sûr. Ouais. D'accord. Et sur l'agriculture, ou peut-être les relations avec on va dire on va pas opposer urbain-rural, mais peut-être vos amis déjà tout simplement, qui sont peut-être pas tous issus du monde agricole. Comment, voilà, est-ce qu'ils vous posent des questions parfois étonnantes, est-ce qu'ils vous interpellent sur vous dire mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce secteur-là, alors que comme ça a été dit, c'est un secteur économique à part entière, créateur de richesses, qui participe au développement des territoires. Enfin. Alors, bien sûr, moi, j'entends dire aussi, tu te lances dans l'agriculture et bien sûr, vu le contexte actuel, l'agriculture ouvre peut-être pas forcément beaucoup de portes aux jeunes d'aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de leur dire, on est motivé, on fait confiance à notre agriculture et il faut que tout le monde nous fasse confiance, fasse confiance à l'agriculture de demain et soit prêt aussi à nous porter, à nous soutenir en favorisant nos produits fabriqués, issus de nos exploitations avec de bonnes matières premières. Et je pense que c'est important aussi de soutenir cette agriculture. Ce serait une réponse à ce qu'évoquait Benoît Rognot sur le côté anxiogène et parfois des messages que l'on voit à la télé sur attention à tel produit, attention à telle chose, attention. Voilà, on dénigre un peu l'agriculture en disant c'est un métier de misère. Nous, on est là, on est un lycée agricole rempli qui fait 100% de réussite aux examens. Tous les ans, le lycée a des portes ouvertes avec plusieurs, 2 qui ont 3 000 manifestement du personnes. succès, parce que c'est comme ça que Berthy est arrivé Exactement. au lycée. Oui. Et donc, je pense que la motivation, elle est là et on a de quoi faire, je sais pas comment dire, évoluer ce métier voilà. Et partager ses valeurs. Voilà. Berthy, sur vos, je sais pas, sans être indiscret, vos amis, est-ce qu'ils sont surpris de votre orientation? Est-ce que surpris, je pense pas. Après, chacun a ses valeurs et si nous on n'est pas là, qui sera là, quoi. Donc on a besoin d'être là pour montrer nos valeurs et pour montrer que nos choix, parce qu'on est les acteurs de l'agriculture de demain, donc on n'est pas forcément. Moi personnellement, je suis pas jugée pour avoir choisi cet enseignement. Au contraire. Sébastien, oui. Je voudrais simplement réagir et leur dire que ça fait plaisir de les entendre. Parce que, vous savez, on en croise beaucoup qui vous disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et là, on en croise qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui n'ont pas fait ce choix par défaut, qui ont fait un choix d'engagement, un vrai choix professionnel de vie, et ça mérite d'être souligné. Parce que habituellement, on croise aussi beaucoup de jeunes, mais ça pose une autre question qui est celle de l'orientation, qui finalement, je ne sais plus si c'est vous qui l'aviez dit tout à l'heure ou dans la précédente table ronde, il y a quelqu'un qui a dit « je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que la formation existait ». Ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'il y a trop de formations, il y a trop de métiers. Je pense aussi bien aux métiers industriels qu'aux métiers de l'agriculture, qu'un certain nombre de métiers où on ne sait même pas au cours de son parcours scolaire que ça existe. Et ça, c'est dramatique parce que ce sont des filières qui permettent à des jeunes d'avoir un boulot, d'avoir une rémunération et tout simplement de s'insérer dans la société. Parce que quand on n'a pas de boulot, on a plus de mal à s'insérer dans la société que quand on a un quand même. C'est quand même ça la base. Est-ce que, Benoît, je voulais aussi vous interroger sur ce qui a été dit, si vous avez une réaction. Puis vous m'avez aussi dit en préparant cette séquence que vous étiez président de la CUMA Abattoir. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, je suis président d'un petit abattoir à Olon qui s'occupe d'abattre des volailles. Donc ça peut être lapin, volaille, fermière. Et j'insiste bien sur le mot fermier puisque, en fait, toute la difficulté, lorsqu'on est agriculteur, paysan, comme vous voulez aujourd'hui, c'est de trouver des outils, lorsqu'on fait des circuits courts, qui vous permettent d'être en règle avec les normes
donc les normes européennes. Et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le sanitaire, sur la qualité des aliments, sur le sanitaire tout à l'heure, puisqu'il nous faut des outils qui soient aux normes, qui soient capables de permettre d'avoir des produits qui soient bons et qui soient fiables au niveau sanitaire. À partir de là, sur le territoire, on n'en trouvait pas. On avait 1 ou 2 prestataires sur le secteur Bresse, mais qui étaient saturés et qui ne pouvaient pas abattre nos volailles. Donc, entre autres avec le lycée de Fontaine, mais avec 7 autres agriculteurs, nous avons réfléchi à la façon dont nous pouvions nous organiser pour abattre nos propres volailles. Ouais. Et donc, on a fait un outil qui était adaptable à des volailles fermières, qui n'a pas forcément le même, c'est pas forcément le même outil que lorsqu'on est en volaille industrielle. Pour la simple et bonne raison, c'est que nos clients demandent une hétérogénéité du produit. C'est-à-dire certains veulent du gros, du petit, ces traces, pas ces traces. Il faut être capable de, Et donc, de si tout je vais traiter, de répondre à la demande. Voilà, Ouais. si je vais dans un gros abattoir, c'est toujours standardisé, le même poids, la même volaille, le même type de production. Donc nous, on a fait un outil qui permet aux agriculteurs de s'adapter à leurs demandes au jour près. D'accord. Et ça répond un peu à ce que vous évoquez, Sébastien, sur l'outil économique. Là, on a la création d'un outil économique complémentaire de cette agriculture créatrice de valeur sur un territoire et qui va comme ça développer des outils qui permettent d'ancrer de l'activité économique. C'est un moyen de Ouais. structurer une filière. Ouais. Une filière, c'est plusieurs étapes dans une filière. Il y a du producteur au consommateur, mais il faut y aller du producteur au consommateur. Et s'il n'y a pas l'outil d'abattage Ouais. pour des filières courtes, comme ça vient d'être expliqué, comme Benoît, ça reste un vœu pieux. Au-delà du PLUI, au niveau du Grand Chalon, les relations avec l'agriculture, en termes d'action, de projet, est-ce que vous avez des L'agriculture choses, est pas, Ouais. je vais être honnête, c'est pas une compétence première des communautés d'agglomération. Par contre, comme je l'ai dit, nous veillons à faire en sorte que les relations avec le monde agricole soient bonnes. On a été partenaire de l'événement L'avenir est dans le pré, qui était au centre-ville de Châlons. On a des partenariats aussi avec un certain nombre d'agriculteurs, toujours dans l'idée, tout à l'heure Benoît parlait des problématiques d'inondation. Si vous voulez être un peu moins inondé, il faut entretenir les bords de vos cours d'eau. Et par exemple, on confie à des agriculteurs les bords de cours d'eau autour de Châlons, et on fait de l'éco-pâturage avec un certain nombre d'agriculteurs qui mettent leurs bêtes dans ces champs qui sont mis à leur disposition. Voilà, quelques exemples. Quelques exemples pratiques, Pratiques de ce et que vous concrets. menez, et concrets. D'accord. Je reviens vers vous, Benoît. Vous êtes confiant en l'avenir sur les relations avec les nouveaux habitants qui viennent Je vais autour de chez vous. répéter un peu ce qui vient d'être dit. Je suis confiant de voir des jeunes qui sont confiants. Moi, j'arrive bientôt à la retraite. J'ai 52 ans, donc de toute façon, c'est pas moi qui vais faire l'avenir. Mais par contre, oui, moi, je suis confiant. Je suis confiant parce que je sais que les agriculteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis des millénaires, ont toujours su s'adapter, adapter leur territoire par rapport à ce qu'il leur était demandé. Donc évidemment, oui, qu'il y ait des contraintes, qu'il y ait des paradoxes, entre autres chez nos consommateurs, chez nos concitoyens, ça, je pense que nous sommes capables de relever ces défis. Donc oui, je suis confiant. Mais que ça soit facile, non. Ça sera pas facile. Il y a du pain sur la planche, ça sera difficile et compliqué, puisque... Mais très rapidement, tous ceux qu'on voit très vite, ils nous disent « Ah ben oui, je me souviens, mon grand-père, ma grand-mère étaient paysans, donc je connais ton problème. Tu dis rien, tu réponds rien, tu dis « Oui, il y a peut-être quelques notions que tu n'as pas forcément et qui mériteraient qu'on t'expose quand même. » C'est-à-dire que le monde a bougé. Le monde a bougé, la technologie, les jeunes en sont conscients aujourd'hui au lycée de Fontaine, la technologie a bougé, la façon de faire des produits alimentaires a changé, puisque les consommateurs ont changé, et à partir de là, on utilise des technologies que l'on soupçonne à peine dans les foyers de nos voisins. Voilà, donc ça, c'est dans les défis importants à relever. Qui sont devant vous. Oui. Bertie, Antoine, vous les défis ou les attentes, les souhaits, les espoirs que vous avez pour demain? Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Benoît. C'est vrai que nous, sur la nouvelle génération qui arrive, on se doit d'être assez transparent sur nos différentes productions, de pouvoir montrer comment on travaille et comment ce que les consommateurs mangent, ce qui arrive dans leur assiette, est fabriqué. Je pense que c'est important d'adopter cette transparence pour quelque part rassurer et
C'est ce qu'ont su faire quand on prend le cas des artisans boulangers. Ils ont compris qu'ils pouvaient expliquer tout ce qu'ils voulaient, mais que le plus efficace c'était de tomber le mur entre le point de vente et l'atelier derrière pour que les gens les voient pétrir la pâte et fabriquer le pain. Ouais. Ouais, donc pour vous, l'enjeu c'est cette transparence. C'est cette transparence et voilà, que tout le monde se rende compte que c'est vraiment que l'agriculture et nos différents travaux au quotidien et comment est fabriqué ce qu'on mange. Voilà. D'accord. Bertille, sur l'avenir. Bah oui, comme disait Monsieur Regnault, favoriser, espérer que les gens changent de vision, quoi, et que grâce à nous, ils puissent voir l'agriculture de demain autrement et faire évoluer tout ça en ayant par exemple une mixité homme-femme comme on l'a vu sur ce plateau et en nous proposant nos idées. Pour faire bouger les choses. C'est ça. D'accord. Sébastien Martin, peut-être en guise de conclusion de cette séquence sur la place de l'agriculture et puis peut-être plus globalement sur les projets que vous portez au niveau du Grand Chalon. Non, mais je crois que c'était intéressant de parler d'avenir. Parce que ce qui compte, c'est dans quel monde ils vont évoluer et comment l'agriculture va y trouver toute sa place. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on ne change pas, on subit. Et que des jeunes, ils doivent anticiper pour ne pas subir. Dans un monde qui change, les technologies font que ça change de plus en plus vite. Les marchés évoluent eux aussi de plus en plus vite. Les consommateurs ont tendance à zapper, à se tourner un jour vers ceci, un autre jour vers cela. Et donc, certes, les pouvoirs publics ont leur part à faire. Certes, les citoyens ont leur part de chemin à faire aussi. Et le monde agricole, lui aussi, et je pense qu'une journée comme celle-là, elle y participe. Elle a, elle aussi, perpétuellement à s'interroger sur son organisation, son modèle. Et je crois que c'est le cœur de ce qui est fait ici au lycée agricole de Fontaine. En tout cas, puisque Fontaine est dans le Grand Chalon, moi je viens souvent ici, on voit bien qu'il y a ici une volonté de se réinterroger en permanence et de ne pas subir le monde dans lequel on vit, mais plutôt d'essayer d'y trouver sa place, tout en préservant un modèle agricole français qui est un modèle fait avant tout de qualité et aussi d'un maillage sur le territoire des exploitations. Donc moi, en guise de conclusion, je crois qu'on peut être dans un monde où l'avenir est parfois incertain. La meilleure des réponses, c'est sans doute d'essayer d'y aller de manière offensive et toujours en se disant qu'on peut faire mieux à condition qu'on s'interroge aussi sur nous-mêmes. Et s'adapter sur les systèmes et voilà. S'adapter sans subir. Plus agile. Oui. D'accord. Écoutez, merci à vous quatre pour vos interventions. Cette émission a été enregistrée, elle sera visible, elle a été visible en direct sur Internet, elle le sera sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture. Et nous terminons donc ces ateliers la semaine prochaine à Charolles avec un troisième atelier axé sur l'élevage à l'étang, donc au cœur du Charolais. Voilà. Écoutez, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.